Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, le premier de la saison 2019-2020. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de municipal, on va parler des féminicides, on va parler des personnalités en hausse et en baisse. Et pour en parler, Alexandra Rossetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Voisins-le-Bretonneux, vous êtes vice-présidente aussi de la communauté d'agglomération. On va parler tout à l'heure des municipales d'une façon générale, en France, dans les Yvelines, notamment grâce à Wilfried Richy, vous êtes rédacteur en chef de cette chaîne. Et justement, vous connaissez évidemment très très bien la situation dans ce département. Et vous nous direz quels sont les points à suivre, qui vont être très très chauds pendant la campagne et les élections municipales. Stéphane Monson, ça va bien? Mais oui, Patrice, oui, ça va. Toujours professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il n'y a pas de raison. On ne m'a pas signifié mon congé. Vous ne l'avez pas encore envoyé, donc non. Tout va bien. Ça va. Et Jean-Charles Lajoigny dirige toujours les éditions Lajoigny. C'est une surprise absolue, mais vraiment. Oui, à la surprise générale. Vous n'êtes pas encore viré vous-même. Voilà, je reste à la tête de la maison. On parlera d'ailleurs de 2 livres que vous venez de sortir tout à l'heure. Voilà, la rentrée littéraire chez nous. Alors, évidemment, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Il y a un événement, c'est en effet la lutte contre les féminicides, la lutte contre les femmes battues, avec ce sentiment quand même assez présent que les choses n'avancent pas. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Alexandra Rossetti ? Je ne sais pas. Je pense que les choses, elles ont avancé depuis quelques décennies quand même, et heureusement. Mais je pense aussi que c'est un sujet qui est tellement complexe que moi, ce qui me frappe, c'est le sentiment qu'on attend tout de l'État. Oui. Comme si l'État était un peu tout puissant et pouvait régler tous les problèmes. Je pense que l'État a un rôle très important à jouer, évidemment, et en particulier dans l'accompagnement de ces femmes sur la prévention. Enfin, il y a plein de domaines sur lesquels il peut jouer un rôle, mais je pense que ce sont des situations tellement complexes et tellement même presque très individuelles en même temps que ça va au-delà de ce que peut faire ou ne pas faire l'État. Je pense qu'il y a le côté éducation qui me semble absolument primordial, parce que pourquoi un homme bat sa femme, c'est peut-être parce qu'il l'a déjà vu dans son passé et que pour lui c'est un petit peu pas naturel, mais voilà, ça lui pose pas de questions. Ou est-ce que c'est lié à un phénomène d'addiction à la drogue ou à l'alcool qui fait qu'il perd ses repères et qu'il va passer à l'acte. Et puis aussi, il y a aussi la femme. Pourquoi la femme n'ose pas s'en aller? Pourquoi est-ce qu'elle est prête à accepter ça? Est-ce que c'est parce que... c'est peut-être là que l'État a aussi un rôle à jouer, peut-être que la protéger plus, etc. C'est psychologique, en fait. Oui, c'est très profond. Souvent, je dis ça parce que je connais une situation où je connais la situation et je ne sais pas comment intervenir, parce que je sais que la personne en question... sollicité en tant que maire. Aujourd'hui, elle n'a pas envie. Vous voyez, donc... oui, c'est compliqué. On regarde de loin, on se dit, bon, comment intervenir dans un couple quand on sait que la personne qui est en difficulté est peut-être sous emprise, et comment l'en sortir contre sa propre volonté. C'est pour ça que je dis que, bien sûr, l'État doit mettre des moyens, bien sûr, il doit accompagner ces situations, mais il y a aussi un phénomène, à mon avis, que moi je ne suis pas médecin, donc je ne maîtrise pas, et il n'y a aucun jugement, évidemment, qui fait que certaines femmes ont du mal à franchir le pas. Vous êtes confronté souvent en tant que maire à ce genre de situation? Ça arrive plus souvent qu'on ne pense, en fait, mais c'est toujours des situations très douloureuses, parce qu'on s'en rend compte parfois quand c'est trop tard ou quand c'est allé très loin, et que là vraiment on va nous appeler au secours. Et heureusement qu'il y a des structures pour accueillir... Par exemple, dans votre ville à Voisins, il y a des structures qui... Il y a des hébergements d'urgence, peut-être, je ne sais pas, si une femme vous appelle et qu'elle est en difficulté. Voilà, alors on a une association à qui on loue des appartements à Voisins, et elles accueillent justement des femmes qui... Alors à Voisins, c'est très très modeste par rapport à d'autres villes qui ont plus de structures, je pense à Montigny en particulier, mais voilà, à ce moment-là, on sait vers qui se diriger, et elles peuvent être hébergées et accompagnées. Et là, on a des associations qui font un travail formidable aussi. Il y a l'État, mais il faut qu'il donne aussi des moyens à ces associations
parce qu'elles vont s'occuper de ces femmes et les aider à reprendre une vie, à reprendre un travail. Voilà, parce qu'il y a aussi, je pense, un phénomène peut-être de dépendance. De dépendance financière. Il y a aussi, si je pars, je vais me ouais. retrouver seule et comment je vais vivre. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Il y a les enfants, enfin, il y a voilà, il y a plein de paramètres qui font que des fois ça a l'air simple de l'extérieur. Pourquoi elle s'en va pas? Parce que derrière il y a des situations sociales ou psychologiques un peu individuelles. Voilà, donc je pense que l'État, oui. Alors moi, j'entends des sommes annoncées, je ne sais pas à quoi elles correspondent, mais effectivement, il faut que l'État sans doute renforce les moyens. Mais je pense que c'est un problème de société et aussi. Voilà, chez votre voisin, vous savez qu'il se passe quelque chose. C'est comment vous pouvez. Oui, alors, comment intervenir aussi. Là, il y a peut-être aussi une éducation. Alors, il y a une cellule à la police nationale, qui est à Trappes d'ailleurs, où on peut effectivement contacter une personne, la mettre au courant, lui dire voilà, je sais que chez moi, à côté de chez moi, il y a un souci, etc. Et pour alerter la police et qu'elle sache en plus, il y a un appel, il faut vraiment le prendre au sérieux. Voilà. Donc il y a des choses, c'est un peu diffus, on s'en rend pas forcément compte, mais il existe des choses. Après, on peut toujours faire plus, j'en suis convaincue. Mais voilà, c'est toujours, on attend toujours énormément des pouvoirs publics et les pouvoirs publics n'ont pas toujours toutes les clés parce que c'est complexe. Stéphane, non, là-dessus? Ouais, je pense, comme l'a dit Alexandra Rossetti, je pense qu'en effet, quand même, les choses avancent. Pas assez vite, pas assez bien, mais enfin, ça avance probablement comme ça n'a jamais avancé. Et au sujet, moi, je m'interrogeais au sujet de ce terme féminicide. Moi aussi, j'ai un problème avec ce terme. C'était inventé par une sociologue il y a quelques années. Je me dis deux choses. La première, c'est que sur le plan juridique, il y avait déjà eu quelques réflexions à ce propos sur une idée qui consistait à se demander si on pouvait inscrire ce terme dans le code pénal et en faire une infraction particulière. Et la réponse est négative. Négative parce que je crois d'ailleurs que le terme parricide a été supprimé. Je ne suis pas pénaliste. Existe toujours, je crois. Infanticide existe, mais parricide n'existe plus. Pour des questions si vous voulez, de conception universelle du droit et d'égalité. Oui, à partir du moment où il y a égalité, il n'y a pas de raison de faire des... Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis que l'avènement de ce terme n'est peut-être pas si négatif que cela, parce que ça permet quand même de mettre le focus sur un phénomène dans lequel on peut se dire quand même que il y a ici une situation de relative faiblesse, enfin de force physique, voire parfois de force psychologique, qui fait que une femme peut être particulièrement et spécifique, enfin vraiment spécialement victime. Oui, mais est-ce que, en mettant l'accent sur justement les féminicides, c'est-à-dire les morts de femmes, c'est-à-dire une tous les 3 jours en gros, est-ce que ça occulte pas au fond une certaine réalité de la réalité des femmes battues, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça, parce que les féminicides, heureusement, toutes les femmes battues ne meurent pas. Et je me demande si en mettant l'accent sur ces féminicides, on n'occulte pas un peu la réalité des choses. Ce sont les violences faites aux femmes, qui peuvent être aussi d'ordre psychologique, etc. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Et tout à l'heure, on parlait des structures qui peuvent exister aussi, et l'État peut pas tout faire. Il y a eu quand même une scène assez surréaliste aussi cette semaine du président Macron qui se rend dans une structure d'écoute, le 3919, sur la plateforme, et qui constate une situation où le gendarme appelle avec la femme et le gendarme ne veut pas intervenir. Et le président fait passer des mots à l'intervenante comme il n'est pas censé être là, il ne peut pas communication, et il dit il faut expliquer aux gendarmes qu'ils peuvent intervenir pour aider cette femme à aller rechercher ses affaires puisqu'elle quittait son domicile. Et le gendarme n'a jamais voulu, et ça s'est terminé comme ça. Donc, voilà. On demande si le gendarme va avoir une promotion. Oui, la journée de chance du gendarme. Jean-Charles ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame. Là, effectivement, on en demande beaucoup trop à l'État. Puis l'État ne peut pas avoir une réponse à tout. Je veux dire, si un abruti tape sur sa femme, je veux dire, l'État est quand même relativement pour peu de choses. Qu'après, bien évidemment, c'est l'éducation. Comment est-ce qu'on en arrive à penser? Non, il y a peut-être des structures quand même d'accueil. Oui, bien sûr, mais effectivement, mais le vrai problème, c'est que d'abord, et vous le disiez très justement, il y a beaucoup de femmes qui sont battues et qui ne sont pas assassinées, heureusement. Donc le problème, il est, à mon sens, heureusement, et en même temps, elles sont. Il y a des violences mais ce que je veux dire, c'est que le problème est plus sur les femmes battues, à mon sens, que sur les féminicides. Ok, les féminicides, c'est bien évidemment horrible, mais
le fond du problème, c'est que les hommes continuent à taper sur leurs femmes. Oui, c'est ça. Quand même, en 2000, on a quelle année 2019 2019, ouais. Voilà. Donc, c'est quand même 2020. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est, enfin, je sais pas, ça rejaillit dans un passé quand même un peu terrible, quoi, non? Il y a un sondage. On pourrait penser que les hommes s'améliorent. Il y a un sondage qui vient de sortir. Il y a quand même 7% des jeunes qui pensent qu'on peut légitimement taper sur sa femme. Ouais. Donc c'est beaucoup, 7%. C'est-à-dire que, c'est pas rien, quoi. En plus, on peut imaginer qu'il y a un dark number, enfin, chiffre noir un peu de gens qui n'osent pas dire. Voilà, donc, oui, qui n'en pensent pas moins, mais qui disent, bah non, bien sûr, mais là, des gens qui, je sais pas, quand on a une vingtaine d'années, dire oui, c'est normal de taper sa femme, c'est quand même un peu inquiétant. Et ça, c'est pas l'État. Enfin, en tout cas, c'est plus profond que ça. C'est de l'éducation. C'est l'éducation, ouais, c'est un certain milieu social, c'est un environnement, c'est tout ça qui est assez inquiétant. Après, sur le terme de féminicide, oui, moi je trouve ça. Je suis assez non, ça d'accord. permet de mettre l'accent sur un certain nombre de choses. C'est vrai qu'après. Ségolène Royal qui est absolument contre le terme de féminicide, je pense qu'elle a raison, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est vrai, pourquoi faire une différence? Féminicide, c'est un homicide, et c'est pas, parce que sinon il y a tendance, j'imagine que dans des tas de salons devant la télévision, d'informations, dire il y a un 100e féminicide, on imagine tout à fait une assemblée de encore une bonne femme qui s'est fait dessouder, quoi. Alors non, mais il y a un côté ça va, on nous en parle, on nous emmerde avec ça. Non, c'est un véritable crime. C'est pas un crime à côté, c'est pas un crime spécifique, c'est quelqu'un qui est tué. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de. Je pense que même à la marge, l'inverse existe. Ouais. C'est peut-être plus à la marge. Ah oui, des hommes battus. Des hommes battus, ça existe aussi. Donc ça veut dire qu'on irait aussi, aussi ce côté-là. C'est un tabou aussi, d'autant plus. Et ça, il y a une bien association, on Ouais, a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau, qui est à Morpa, et une femme dont le frère a été victime, qui se bat pour ça et qui explique régulièrement quand on la reçoit, encore qu'aujourd'hui. C'est un tabou, un homme battu, assassiné. L'homme qui arrive et qui dit ma femme me bat, alors là il est traité plus bactère. Enfin là tout le monde se moque, tout le monde est bactère. Donc ça c'est encore plus féminiser difficile. le terme, c'est peut-être un peu réducteur pour finir. Absolument. Oui. Pour reprendre Ségolène Royal, mais qui l'a pris, je ne sais pas où. Alors, aimons-nous les uns les autres, c'est un peu l'événement, c'est ce qui va se passer au municipal. Beaucoup de gens aussi. Le maire va pouvoir vous en parler. Ah non, Peut-être d'abord, avec vous, Stéphane Monson, les municipales en politique, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est important politiquement? C'est très compliqué, Patrice, parce que alors trois observations à votre observation, question. La première, c'est que les élections municipales, ça ne vous aura pas échappé, se déroulent toutes en même temps. Et pourtant, ça concerne 35 800 communes. Enfin, je ne sais plus où on en est, c'est variable. Un peu moins de 36 000. Moins de 36, on est rarement. Ça fait des années, des siècles qu'on n'était pas descendu au-dessous de 37. Or, cette situation-là, elle date, sur l'échelle du temps, d'une période relativement, enfin, pas si récente que cela, mais de la fin du 19e siècle. Avant, alors il n'y avait pas de suffrage universel, on votait au suffrage censitaire pour le conseil municipal, et le maire était, pour les grandes villes, nommé par le gouvernement, et pour les villes moins importantes, nommé par le préfet. Mais en tout cas, pour les élections municipales, les élections avaient lieu de manière totalement dispersée, commune par commune, si bien que ce scrutin était à peu près, si vous voulez, était nationalement invisible. Ça se déroulait de temps à autre de manière totalement désordonnée, si vous voulez. À partir des années 1880-90, c'est l'État qui a dit maintenant, les élections municipales auront lieu partout au même moment, les mêmes dimanches. Si vous voulez, l'objectif, c'était de permettre à l'État, à cette époque-là, d'imprimer sa marque sur ce qu'on appellera plus tard les collectivités locales. On ne les appelait pas encore comme ça. Collectivité, ça faisait trop, ça semblait leur donner trop de pouvoir. Donc, il y a une espèce d'effet d'effet de loupe. C'est en réalité 36 000 scrutins qui se déroulent tous en même temps, mais dans 36 000 lieux différents, avec des sociologies électorales complètement différentes, avec des problèmes, des questions, avec des villes, des villages, extrêmement différents. Donc, il y a cet effet, si vous voulez, qui est qui est trompeur. Si vous voulez, il y a un effet déformant qui laisse à croire que
le peuple souverain se prononce dans un seul et même élan, alors que c'est une 35 000 fractions du souverain qui s'expriment. Scrutin différent, quoi. Voilà. La deuxième observation montre que il est extrêmement difficile de tirer des enseignements des résultats des élections municipales et d'opérer des projections sur des pronostics relatifs aux élections nationales, notamment, bon, présidentielles ou législatives. Alors, j'ai regardé, anticipant votre question, et je me suis aperçu qu'en effet, il n'y a pas de corrélation vraiment aisée, vraiment facile à établir. Il y a même parfois des contradictions. Je me souviens, l'élection de Delanoë, par exemple, maire de Paris. Et Jospin n'est pas au deuxième tour 2 ans plus tard. Ou regardez, alors un peu plus ou un an plus tard même. En 1977, c'est défaite des Giscardiens, non? C'est une vague de gauche, sans précédent de la gauche. La gauche, c'est 78, ils perdent les législatives. La gauge socialiste, qui détrône les mairies communistes. Je me souviens, c'était un événement. Enfin, il y avait plein de villes synthétiques, des villes qui étaient des bastions de la droite qui passent à gauche. Donc tout le monde se dit, ils vont gagner les législatives après. Eh ben non. En 78, l'appel de Verdun. Ils ont tout fait pour pas les gagner aussi. Enfin bon. Oui. Le fameux l'appel au bon choix de Giscard d'Estaing. Giscard gagne l'initiative en 78. Et enfin, troisième et dernière observation, c'est qu'on s'aperçoit que au regard de la très grande fragmentation du paysage communal en France, vous avez 80% des communes qui comptent moins de 2000 habitants. Quand même, encore, en dépit de l'intercommunalité, etc. Et puis des processus de fusion qui ont lieu et qui sont plutôt un succès, mais qui concernent à peu près 2000 communes sur les 35 000. Donc, au regard de cette très grande fragmentation, vous ne pouvez pas mettre dans un même sac donc les 80% de communes de moins de 2000 habitants et les 15 000 communes, les 500 communes de plus de 10 000 habitants. Vous avez seulement 500 communes de plus de 10 000 habitants. Donc, il faut savoir où regarder. Alors, si on veut chercher des résultats significatifs, c'est peut-être dans ce lot des communes de plus de 10 000 habitants, parce que les collègues en sciences politiques considèrent, je ne sais pas si c'est pas un peu arbitraire, mais qu'il y a vraiment un vrai champ politique structuré sur ce seuil de 10 000 habitants. En deçà, ça serait pas c'est beaucoup plus local. Très local, et puis au-delà, il y aurait un personnel politique un peu, entre guillemets, un peu professionnalisé, avec un corps électoral plus structuré autour de grandes questions politiques. Donc, c'est toujours extrêmement délicat, si vous voulez, de tirer des enseignements. Et puis, il y a une ultime observation. J'ai regardé aussi où on dit, vous savez, parfois, résultats globaux, la gauche l'emporte ou la droite l'emporte. Lorsque la gauche l'emporte, 77, 88, 2008, c'est à 51%. 51%, toutes communes confondues. Ah oui, c'est pas... Lorsque la droite l'emporte, c'est-à-dire dans toutes les autres hypothèses, elle l'emporte à 60 à 70%. Vous voyez, donc d'où aussi la grande stabilité du Sénat, puisque le Sénat qui est élu à 95% par les conseillers municipaux, par la plupart des conseillers municipaux. C'est une chambre qui est politiquement très stable. Il y a juste une petite parenthèse de 3 ans, mais avec une petite poussée de la gauche dans les grandes villes. Mais vous voyez, il y a ce déséquilibre extrêmement important du paysage communal. C'est incroyable, oui. Alors, on va parler dans un instant de la situation avec vous, Wilfried, ici dans les Yvelines, mais peut-être vous achevez votre premier mandat de maire. Alors, vous étiez déjà élu avant, donc c'est pas une découverte. Mais qu'est-ce qui vous a surpris? On voit aussi beaucoup de maires qui ne vont plus se représenter parce que la charge est lourde, parce que souvent ils sont pas formés pour ça, parce que les habitants leur demandent des choses très contradictoires et difficiles à résoudre. Votre sentiment comme ça de maire, je parle pas de politique, je parle pas d'élection, je parle de la fonction. Je suis assez d'accord avec ce que disent les maires, c'est-à-dire que à un moment dans ce sondage-là, on a mis en avant le fait que l'État donnait moins de moyens. C'est vrai que nos dotations globales, elles diminuent d'année en année, voire on va aller à zéro à un moment ou à un autre. Donc ça, c'était un petit peu mis sur le dos de l'État. Puis maintenant, effectivement, on commence à entendre des maires qui disent oui, mais les administrés sont extrêmement exigeants. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je vis effectivement au quotidien. Et je pense que c'est dû aussi à la méconnaissance
du pouvoir des maires. Et oui, parce que j'en parlais tout à l'heure pour l'État, on a l'impression que le maire il peut tout. Alors, je donne un exemple très concret, Linky. L'installation des compteurs Linky. Alors, à Voisin, ça doit commencer, ça doit être en cours, enfin, ça a commencé en mai. Et tout d'un coup, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à m'écrire en me disant, il faut que vous interdisiez, et pourquoi vous ne faites rien, etc. Sauf que je n'ai pas le droit d'interdire, puisque... alors après, il y a tout un débat sur d'où ça vient, quelle loi, est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire, etc. Mais les gens étaient convaincus que j'avais tous les pouvoirs et que je pouvais dire Alors j'avais fait voter un vœu en conseil municipal justement pour dire que nous demandions à Enedis de ne le faire que si les gens étaient d'accord. Parce qu'après, il y a des gens qui peuvent le vouloir, chacun est libre. Et Enedis a voulu attaquer ce vœu en disant non, c'est pas légal. Bon, donc j'ai pas voulu embarquer la commune dans des parce que je vois bien que toutes les communes qui vont au tribunal perdent. Donc j'ai retiré le vœu. Après on a eu un débat avec Enedis, j'ai mis le compte rendu du débat en ligne sur la ville pour que les gens aient de l'information, mais c'était flagrant, c'est-à-dire que et c'est évidemment vers vous qu'on se retourne à chaque fois. Et il y a pas mal de situations comme ça. Et alors ce qui est encore plus complexe, et ce que les autres maires soulignent aussi, c'est que comme nous sommes en intercommunalité, ça multiplie, pour finir, on délègue les compétences, donc ça multiplie les intervenants. Donc il y a des voiries où c'est la ville qui intervient, d'autres où c'est l'agglomération qui intervient. Et donc forcément, on n'est pas dans le même tempo. Donc les gens ne comprennent pas forcément et pourquoi ma rue, je ne peux pas l'avoir tout de suite et pourquoi je ne peux pas avoir mes 3 poteaux, etc. Donc après, on travaille avec l'agglomération qui fait ce qu'elle peut pour effectivement réagir au plus vite. Mais il y a cette... Moi, je me suis amusée à publier dans le journal pendant ce mandat, par quartier, qui gérait quoi. Parce qu'il y a des fois que nous, on a des ASL, des copropriétaires. Des fois, c'est la copropriété. Après, la rue, ça va être la ville. Après, les espaces verts, ça va être l'agglomération. Pour que les gens comprennent cette complexité. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier, alors, peut-être les choses ? Il y a un moment où, franchement, alors nous, à Saint-Quentin, on a de la chance. Ça fait longtemps qu'on est, en tout cas, les 7 communes historiques. Bon, puis les autres se sont bien intégrés. Mais, donc, on a cette culture depuis longtemps. Mais j'imagine des agglomérations où ils sont 70, 75. Nous, on est 12. À 12, on commence à arriver à 100 ans, on a appris à se connaître. Mais 75, je veux dire, pour un maire, c'est désespérant. En plus, ça multiplie les réunions. Donc vous êtes déjà quand même pas mal pris par votre commune. En plus, vous allez faire des réunions. Il y a des transferts de compétences où on ne voit pas forcément tout de suite l'intérêt. Je pense aux ordures ménagères. À Voisin, pour nous, c'est pas intéressant. Ça augmente notre taxe pour un service qui peut diminuer. Donc, comment voulez-vous expliquer ça aux habitants ? Donc, on n'a pas tous les pouvoirs. Et les gens me disent, mais oui, mais vous êtes vice-présidente, donc vous pouvez agir sur les taux. On est 75, Voisin, il y a 4 élus. C'est pas les 4 voix de Voisin qui vont faire basculer. Vous voyez, donc il y a un problème de compréhension, puis les gens n'ont pas forcément le temps de s'y intéresser à fond non plus, donc c'est assez complexe. Donc quand Gérard Larcher dit le maire, c'est l'élu à portée de gifle. Portée d'engueulade, oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est la première personne qu'on vient voir. Et après, c'est normal, ça fait partie de notre travail. Et heureusement, en fait, qu'il y a toujours cet échelon de proximité. Ouais. Mais et en même temps, c'est l'élu préféré des Français. Je crois dans la difficulté des relations entre les Français et la politique. Parce que c'est le maire reste quand même celui qui est préservé. Il est tout de suite disponible, il va répondre tout de suite. Après, quand on répond et qu'on a un peu un aveu d'impuissance, j'ai un autre exemple, les gens du voyage. Moi, les gens du voyage, ils s'installent à Voisin depuis 2 ans, ils forcent les terrains, ils rentrent, ils s'installent. L'année dernière, ça a été un tollé parce qu'il a fallu que j'explique aux gens qu'une fois que les caravanes ont dételé, moi, je peux plus rien faire. Donc, il a fallu le faire comprendre parce que je ne faisais rien, c'était scandaleux, etc. Mais donc après, on fait tout ce qu'il faut pour les faire partir ou pour gérer les choses. Mais voilà, donc ça, c'est l'État. Ouais. C'est l'État, voilà. Donc je veux pas me défausser sur l'État, mais voilà, c'est quand même pas simple à comprendre. Voilà. Et alors, c'est une fonction, beaucoup de maires disent assez valorisante, pour celui qui l'exerce, parce qu'on voit ce qu'on fait. Oui. C'est rare l'intérêt, c'est qu'on porte des projets et qu'on en voit l'aboutissement. Pas toujours, mais on peut en voir l'aboutissement. Et puis, il faut aimer les gens, en fait. Donc, si on aime le contact avec les gens, forcément, c'est un métier. C'est pas un métier. C'est une fonction dans laquelle on peut s'épanouir. Mais il faut faire preuve de pédagogie parce que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, quoi. Alors, on va passer aux Yvelines. Peut-être un petit mot sur Paris, parce qu'on voit Anne Hidalgo qui est maire sortante. Qui prend du poil de la bête. Peut-être du poil de la bête, qui est une division. En tout cas,
une difficulté à s'entendre en face, quoi. Ben oui, mais c'est une chance, j'imagine, inouïe pour Anne Hidalgo. Enfin, il y a un an, je veux dire, plus personne. Son premier adjoint s'en allait en claquant la porte en disant que c'était une autocrate. Enfin bon, c'était monstrueux, on ne pouvait pas travailler avec elle. Enfin, les gens se plaignaient de tout, et à raison d'ailleurs. Enfin, je veux dire, la ville est quand même était infestée de rats, etc. Et là, on a l'impression que non, mais c'est vrai, et que les rats, non, mais c'est absolument vrai. Oui, que fait Anne Hidalgo, enfin. Non, mais franchement, alors qu'elle devrait dératiser, quoi. Ben, il faudrait. Non, mais alors, il paraît, on va pas faire un débat sur le rat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voitures pour les écraser, non plus les rats. Donc. Il paraît qu'il y a tellement de rats à Paris qu'ils sont absolument paniqués, parce que si on arrivait à tous les tuer, comme un rat, avant d'aller mourir, il va se planquer dans des endroits absolument inatteignables par quiconque. Donc ce serait pestilentiel, ce serait des rats crevés partout. Et je crois qu'il y a 6 millions de rats à Paris. Donc 6 millions de rats, vous imaginez 6 millions de rats qui meurent et qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas dégager. Donc c'est un véritable problème. Enfin bon, on y reviendra dessus si vous voulez. Mais ah oui, parce que je m'intéresse beaucoup sur mon problème du rat. Mais pour en revenir à Anne Hidalgo, c'est-à-dire, elle a quand même une chance inouïe parce que bon, je veux dire, Villani et Griveaux, enfin je veux dire, ils vont s'entre-déchirer. Bon, c'est pas de Villani parce que les écolos vont arriver aussi. Il y a des écolos qui vont être forts. Villani, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il peut faire ce qu'a fait Macron présidentiel, c'est-à-dire partir sans être investi et par un parti et gagner quand même, parce que il y a eu quand même une tribune signée par beaucoup d'intellectuels français. C'est une image quand même, Villani, dans le monde. Oui, dans le monde, peut-être à Paris, je sais pas. Oui, voilà, mais ça peut. Il y a eu des savants qui ont été maires de Paris déjà. Non, oui. Mais il y a une tradition aussi intellectuelle dans Paris quand même, et peut-être qu'il la représente. Ça fait longtemps qu'on l'a plus. Hein, oui. Anne Hidalgo. Puisque où sont les savants là? Alexandra Rosetti, puisque vous appartenez à l'UDI. Oui. Comment vous expliquez quand même l'incapacité de la droite qui a tenu cette mairie de Paris pendant longtemps, notamment avec Jacques Chirac, à s'organiser, à trouver un candidat. Là, elle est éparpillée face au puzzle. Enfin, oui, entre Dati, qui veut se présenter. Je crois que c'est un peu symptomatique d'une. Enfin, je pense que l'élection de Macron, elle a déclenché quelque chose qui est un petit peu symptomatique et qui est en train de pousser dans notre pays. C'est-à-dire que les partis, ils sont plus aussi importants que ça. Moi, quand j'étais élue, j'avais aucune investiture. Aucune. Oui. Voilà. Après, dès que j'étais élue, j'étais le maire UDI. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais après, les partis viennent vers vous. Et après, les partis viennent vers vous. Non, mais et puis, je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que les gens se tournent plus vers les partis, je pense, pour trouver des solutions à leurs problèmes, parce que on a eu tellement d'histoires, d'affaires, je crois qu'il y a une espèce de lassitude et que sans doute, c'est mon analyse personnelle, sans doute les gens vont plus vers une personnalité, je dirais, qui leur parle, qui a un discours qui leur parle, plus que vers un parti. Stéphane Monson tout à l'heure, c'est pas forcément une bataille politique, droite-gauche, etc. D'où la difficulté pour les partis de se reconstituer, parce qu'il faudrait qu'ils trouvent un leader un peu charismatique. Mais la droite parisienne est quand même terrible. Ils n'arrivent pas à se trouver de leader. Il y a quand même Anne Hidalgo qui est de gauche, qui se revendique de gauche, et qu'il est effectivement. En face, et ça c'est, je sais si j'aime beaucoup Macron par ailleurs, mais c'est quand même une erreur fondamentale de Macron de ne jamais avoir pris de décision sur Paris, de les avoir laissés s'entre-déchirer, de ne pas avoir été capable de dire, de voir Villani en disant voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Parce qu'on dit que c'est pas un homme politique, enfin, il est quand même député La République En Marche, Villani, il n'est pas sans parti, il n'arrive pas. Donc, il n'est d'ailleurs pas exclu d'En Marche, donc ça peut dire des choses aussi. Mais ça veut dire que franchement là-dessus, Macron. Non, mais c'est la droite qui a tenu quand même Paris. Très très mal joué. C'est quand même terrible. Enfin, elle est totalement éclatée là, parce qu'il y en a qui vont aller avec En Marche, il y en a d'autres qui vont essayer de faire des listes eux-mêmes. Enfin, ça va être très, très compliqué pour eux, à mon avis. Il faudrait une personnalité à Paris, quoi, de droite. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui émerge de personnalité, oui, absolument. Alors,
Parlons des Yvelines avec vous, Wilfried Ritchie. Alors, quelle est la situation générale, si on peut dire? Alors, on revient en 2014. 2014, c'est la droite parlementaire qui arrive en tête. C'est aussi le cas dans le département des Yvelines. Il y a plusieurs communes qui basculent de gauche à droite. On peut citer Carrière-sous-Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, il y a eu Maurepas également. Et puis d'autres sont même passés sous le bastion de l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement National, grâce notamment à des divisions en face. C'est le cas de Mantes-la-Ville. Ça a des répercussions ensuite sur la composition des agglomérations. Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines ensuite est passé pour la première fois sous le giron de la droite, ce n'était pas le cas avant. Et puis aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Forcément, il y a quand même eu l'élection présidentielle de 2017 qui a changé un peu les choses. Parti socialiste, républicain ont des élus, des maires qui ont quitté leur rang, qui sont rapprochés d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres formations qui ont fait leur apparition aussi. On a parlé de la France Insoumise, mais il y a Génération aussi, par exemple. Le maire de Magny-les-Hameaux sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ancien socialiste, est devenu Génération. Voilà, qui est resté fidèle de Benoît Hamon. Il y en a qui aiment aller vers la victoire tout de suite. Donc on ne sait pas vers quelle étiquette, en tout cas, les uns et les autres vont se présenter. Mais ce que disait Alexandra Rossetti, l'étiquette, c'est important ou pas? Non, mais je me tourne vers Stéphane Manson, mais auparavant non plus. Il y a souvent des listes divers droite, divers gauche, sans étiquette, et souvent même au moment de l'inscription en préfecture, qui aime bien quand même cataloguer les choses, il y a toujours un conflit et litige, et il est assez courant que même une fois l'enregistrement fait en préfecture, les listes appellent en disant oui, mais nous on préférait que vous nous présentiez comme divers droite, divers gauche, et pas LR, UDI, Modem. Absolument. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire la cartographie politique des déclarations de candidature, et vous observez que, jusqu'à présent en tout cas, les grands partis, PS, les Républicains ou UMP avant, PC, etc., les grands partis il y a très longtemps, sont ultra minoritaires face à divers gauche, divers droite, qui dominent, mais vraiment d'une manière très marquée. Il y a une part de personnalité, mais c'est vrai, juste, c'est des scrutins de liste, on ne le reprécise pas assez, mais c'est un scrutin de liste. Alors certes, c'est porté par une personnalité, une tête de liste, mais après, les électeurs ne votent pas pour le maire directement, ils votent pour une liste et ensuite le conseil municipal. Ils n'élisent pas le maire, mais quand même, dans leur esprit, la tête de liste. Je reviens un peu en arrière avec mon esprit d'escalier, mais tout à l'heure on avait un schéma sur Paris, alors où c'est pire, parce que là c'est par arrondissement, et c'est pas celui qui a forcément le plus de voix qui gagne l'élection. La dernière fois, je crois que Kosciusko Morizet avait plus de voix que Hidalgo, et c'est Hidalgo qui était maire parce qu'elle a remporté plus d'arrondissements. Alors, on oublie les écolos aussi. Et les écolos, oui, aussi. Qui peuvent aussi considérablement changer la donne. On va voir si, effectivement, tous les gens qui sont enthousiasmés avec les 13% des européennes. 13% européennes, est-ce que ça peut Oui, mais il y a des villes où ils sont donnés à 20%. Voilà, donc ça peut changer la donne. Parle concrètement, alors, quelques communes. Yvelines, oui, alors... Il y en a quand même 259. Il y a des communes sur lesquelles on va mettre le... Voisin-le-Bretonneux, par exemple. On va garder Voisin-le-Bretonneux pour la fin. On gardera pour la fin. Pour la bonne bouche. Donc, quelles sont les villes que vous allez regarder? La ville de Versailles, notamment, c'est une ville qui est ancrée à droite. Le maire François Demazière, alors s'il se représente, aura-t-il ou n'aura-t-il pas un soutien de la République En Marche? Ça peut paraître compliqué. On ne sait pas encore s'il est candidat. François Demazière, en tout cas, on ne sait pas quelle investiture il aura, mais c'est surtout que son candidat pour les élections européennes, c'était François-Xavier Bellamy, et on imagine mal la République En Marche. Bellamy, oui. Surtout qu'après, il faudrait aussi faire avec le député LREM de la circonscription qui est Didier Bécher et qui lui aussi est élu au conseil municipal de Versailles. Voilà, donc tout ça, on verra pour le jeu des étiquettes. Il y a aussi. Il risque de se présenter ou pas, Didier Bécher? Didier Bécher, ça, je ne sais pas encore. Voilà. Pour l'instant, sur Saint-Germain-en-Laye, le maire Emmanuel Lamy qui a passé la main, il y a eu son décès en 2017, c'est Arnaud Péricard qui a pris le relais. Alors lui, il est très Macron-compatible aussi, il va certainement avoir cette investiture de la République En Marche. Il a même signé une tribune en juin dernier pour appeler au succès, à la réussite du gouvernement. Poissy aussi. C'est un peu le même cas avec... Oui mais non, Carl Olive, dans les dernières rumeurs, n'aurait pas forcément le soutien de la République En Marche. Il a fait un livre préfacé par Macron. Voilà, forcément, c'est un peu compliqué. Je rappelle tout de même que Carl Olive est aussi très proche de Pierre Bédier, qui est le président du conseil départemental et qui, lui, est républicain. Donc, ensuite, sur une fois les soutiens accordés, il faut aussi, pour la République En Marche, garder cet équilibre entre républicains, socialistes, gauche, droite. Carl Olive, je crois, avait soutenu Juppé au présidentiel. Alors, certains juppéistes sont Macron-compatibles, semble-t-il. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a des enjeux locaux aussi. Donc...
c'est pas forcément, ça va pas forcément de soi, quoi. Sur le cas de Rambouillet, c'est le suppléant, oui, c'est la ville historique du président du Sénat, Gérard Larcher. Aujourd'hui, c'est Marc Robert qui porte cette commune, mais Gilles Schmitt, qui est un ancien UDI d'ailleurs, qui est le suppléant aujourd'hui d'Aurore Berger à l'Assemblée nationale, qui porte la candidature République en marche. Lui, il a été investi, il a déjà le soutien et l'investiture de la République en marche. Donc voilà, qui se présentera ensuite sur cette commune-là. Ouais. On imagine la République en marche aussi disposer un petit peu ses pions sur les différentes communes. On a évoqué aussi son nom, pour le coup, d'Aurore Berger. Alors, ça reste dans les rumeurs, les offres qu'on entend un peu pendant la campagne. Candidate sur une liste à Maurepas. Pourquoi pas sur une liste à Maurepas et pourquoi pas sur la liste du maire? Pourquoi pas? Donc après, pas en première, pas en tête de liste, mais en tout cas qui soutiendrait, qui resterait député, mais en tout cas qui pourrait se placer sur cette liste du maire. Grégory Garestier républicain. En tout cas pour l'instant, parce qu'il pourrait aussi quitter les Républicains. Donc voilà, quel équilibre ensuite derrière tout ça? Forcément, ça compliquerait ensuite les rapports au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Jean-Michel Forgousse, le président, lui, est républicain, il le reste. Ah oui, parce que ça va jouer là-dessus. Et lui aussi se présente, parce que là, on évoque toute cette commune, mais en fait, l'enjeu surtout, et je me tourne vers vous, c'est l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, finalement. Oui. Si on reste sur un microcosme, le Saint-Quentin en Yvelines, l'enjeu, c'est de savoir qui va travailler avec qui, quelles que soient l'étiquette, que ce soit République en marche, que ce soit LR, que ce soit PS. Peu importe, finalement, c'est surtout que tous ces gens-là vont devoir travailler ensemble et dégager une majorité ensuite pour agir. Parce que s'il n'y a pas de majorité, pas de décision, c'est compliqué. Oui, non, on trouvera. On trouvera quoi qu'il arrive, de toute façon. Oui, parce que là aussi, enfin, on peut l'analyser politiquement, droite, gauche, etc., mais on peut l'analyser différemment aussi, le fonctionnement d'une communauté d'agglomération. Il faut en sortir à un moment. Oui, je crois que c'est ça que les gens ils ont envie de dire. Il peut y avoir des majorités... Mais vraiment, surtout dans les intercos, dans les grandes intercommunalités. Parce que sinon, c'est impossible. Les clivages politiques sont assez peu marqués, même dans les très grandes intercos. Il y a quand même des sujets. Il y a quand même des sujets qui peuvent être clivants. Bien sûr. Ils ont été marqués à Saint-Quentin parce que c'était tenu par la gauche pendant très longtemps. Depuis la création. Donc là, il y a eu une alternance. Mais après, ça peut changer. Eh bien, parlons de Trappes alors. Trappes. Le cas déjà Benoît Hamon, c'est sa commune, il s'y était présenté, en tout cas il était sur la liste. Il a été député de la circonscription, et si on regarde les derniers scrutins, que ce soit présidentiels ou encore les européennes derrière, le score des listes, en tout cas de la candidature de Benoît Hamon, ce sont des bons scores. Ce sont très bons scores, et sur Trappes il a réalisé un bon score, donc il pourrait aussi se présenter. Non, mais par rapport au national. National, oui, mais on parle local, c'est pas franchement un bon score. Non, mais en tout cas, ah oui, d'accord, il faisait plus de 6%, quoi. Il arrivait même en tête sur les communes, sur la commune de Trappes aux européennes, sauf erreur, j'ai plus le chiffre en tête, mais il est arrivé en tête sur les européennes, sur sa commune. Alors après, c'est à remettre dans le cadre aussi de la participation sur cette ville qui est historiquement toujours très forte abstention. Donc il pourrait se présenter, en tout cas, est-ce qu'il sera ou non sur la liste d'Ali Rabet? Ali Rabet qui est conseiller municipal de la majorité, mais qui est aussi le porte-parole national de Benoît Hamon, du mouvement Génération. Donc en tout cas, lui se présentera. Une autre candidature pour rajouter, c'est contre Malandrin. Contre Malandrin, qui lui ira et qui n'a que peu apprécié la candidature, qu'on puisse dire, d'Ali Rabet aussi. Donc il y a une division à gauche. Il y a déjà une division. Et puis au sein du conseil municipal, il y a aussi un ancien membre de la majorité qui a quitté donc la majorité de gauche, qui a plutôt maintenant un soutien à République en marche, qui est le co-animateur de la République en marche sur le secteur, qui a annoncé son ralliement à Othman Nasrou. Othman Nasrou, républicain, conseiller régional, aussi élu à Trappes, mais conseiller régional proche de Valérie Pécresse. Voilà. Donc, on sent que sur Trappes, Moustapha Larbaoui sera agitée. Et Moustapha Larbaoui, qui pourrait venir commenter sa décision lorsqu'elle interviendra. Pour l'instant, il a dit qu'il irait, mais sur quelle liste? Soit il irait, mais pas en tête. Alors, soit il irait en tête, s'il ne trouve d'accord avec personne. Soit il rejoindra l'un des candidats, Nasrou, Ali Rabet, voilà. Après, la pharmacie n'a qu'à bien se le dire. Voilà, et lui aussi pourrait, de par donc ça va être passionnant sur la commune, sur la ville de Trappes, ça risque d'être assez passionnant. Et puis après, sur les Yvelines, il faut aussi regarder du côté de Mantes-la-Ville pour voir si le Rassemblement national va réussir à profiter une nouvelle fois des divisions, ou au contraire, même au-delà même de la division, si en face ils arrivaient à se mettre d'accord sur une candidature. Un temps, il était même évoqué une candidature commune gauche-droite, pour faire face au Front National, au Rassemblement national. Est-ce que ils vont réussir à conserver cette seule commune? C'est la seule commune de la région qui avait basculé Rassemblement national sur l'Île-de-France. Voilà. Puis on pourrait parler de Voisin-le-Bretonneux. Candidate, si vous voulez. J'ai pas trop le droit parce qu'on est en période préélectorale. Candidate, pas candidate. Oui, en tout cas. candidate. Voilà. Oui. Mais
sans parler spécifiquement de la situation vaudoise, puisque en effet vous êtes vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération, il y a est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une stratégie politique des gens qui gouvernent l'agglomération ou pas sur les élections municipales? Moi. J'en ai déjà dit beaucoup tout à l'heure. Non, je crois que là, chacun s'observe un petit peu pour voir quelles vont être les forces en présence, qui va y aller, quelle ville potentiellement pourrait changer de bord, parce que dans les deux sens, il y a des risques, ou je ne sais pas si c'est appeler ça des risques, mais enfin, je veux dire, ça dépend du côté où on se place. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques communes, effectivement, où il va y avoir un point d'interrogation, parce que peut-être beaucoup de listes aussi, oui. Donc c'est un peu difficile à qui profite la division. Bon, à Paris, c'est Anne Hidalgo, à Trappes, je ne sais pas dire. Voilà, donc c'est très très difficile de pronostiquer. Donc il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie au niveau intercommunal proprement parlé, parce qu'il faut que chaque maire se déclare, ceux qui veulent repartir, ceux qui veulent. Donc c'est un petit peu encore un peu flou. Moi, par contre, ce qui me frappe, c'est le discours justement qui tend à dire que ce qui s'est passé aux européennes va se passer au municipal, c'est-à-dire c'est un très différent. C'est voilà. Alors l'écologie, ça là-dessus, je crois que déjà dans le scrutin précédent, l'écologie avait fait aussi un bon score aux européennes. Le meilleur score qu'ils aient fait, c'était Cohn-Bendit, 16. Voilà. Oui, c'est ça. C'est déjà arrivé. C'est pas pour ça que toutes les villes sont devenues vertes. Voilà. Par contre, c'est un signal à prendre en compte, évidemment. Et d'autant plus que je pense que beaucoup de jeunes ont voté pour ce parti, évidemment, parce que ils savent qu'en 2050, là, comme la situation se dégrade, c'est eux qui vont être en première ligne. Donc je pense qu'ils sont d'autant plus sensibles à l'écologie. Et donc c'est vraiment quelque chose que tous les élus, tous bords confondus, bien entendu, doivent prendre en compte. C'est évident. De là à dire que des listes écologiques vont faire leur apparition et gagner les communes, ça... Non, mais elles vont peut-être peser. Et elles vont voilà, mais c'est peut-être l'intérêt de ce scrutin européen, c'est que ça va peser dans les municipales. C'est dans la composition des listes, en tout cas, les sensibilités ou les partis écologiques peuvent aussi venir vous voir en disant on aimerait bien des gens en position éligible aussi, voire des gens qui pourraient aussi rejoindre l'agglomération de 50 ans. Moi, je trouve que ces tractations, c'est toujours un petit peu complexe. Je pense qu'il faut que quand quelqu'un vient sur une liste, il vient parce qu'il partage le projet, il partage la philosophie de la liste. Mais on peut pas faire un patchwork. Moi, dans mon équipe, voilà, il y a les gens qui veulent s'afficher, ils s'affichent. Les gens qui veulent pas, ils le font pas. Du moment qu'on partage les mêmes valeurs et le même projet, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est vrai que les tractations politiques, mais elles existent. Elles existent. Non, ce que vous montrez très bien, d'ailleurs, on parlait des écologistes, mais En Marche aussi. Ils vont peut-être pas, on ne sait pas s'ils vont remporter des villes ou pas, mais c'est important pour un parti qui n'est représenté que nationalement par des députés de prendre appui dans les communes, d'avoir des élus. D'autant plus l'enjeu sera les sénatoriales. Même si ce ne sont pas des maires, au moins qu'ils puissent intégrer les agglomérations, par exemple. Ouais. Voilà, et au fur et à mesure, ça se fait forcément pas uniquement sur ce scrutin-là, mais ça va se faire au fur et à mesure. Alors, on va parler un peu de la droite, puisque l'UDI. Est-ce que l'UDI appartient à la droite d'ailleurs ou au centre? Alors l'UDI. Le centre-centre. Bon, aujourd'hui l'UDI c'est pas le parti qui est le plus. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. L'UDI c'est la scission. C'est l'UDF si on peut dire. Enfin, c'était les gens qui soutenaient Bayrou au présidentiel de 2007, me semble-t-il. Et quand Bayrou ne s'est pas désisté n'a pas appelé à voter pour Sarkozy. Un certain nombre d'élus, qui étaient notamment des députés, ont créé l'UDI pour faire cette partie du centre qui a soutenu Sarkozy. J'ai résumé à peu près? Parfait. Et ça incluait à un moment le Parti radical, le Nouveau Centre. Enfin, il y a eu aussi ce moment de... Oui, puis à un moment, Parti radical réunifié, mais qui vient de... C'est compliqué quand même à suivre. Oui. Ils se sont séparés de nouveau. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt centre-droit. Voilà. Oui. C'est centre-droit et donc c'est un parti qui doit aussi quelque part se refonder. Alors visiblement, parce que c'est pas un parti qui a le vent en poupe non plus. L'aventure des européennes qui a été menée par Lagarde ayant donné les résultats qu'on sait, visiblement il y a un changement parce que là ils vont faire des alliances avec la République en marche pour les municipales. Au niveau
Alors, ce qui est compliqué, c'est que l'UDI, qui est I comme indépendant, oui, en fait, il y a beaucoup d'indépendants. C'est longtemps rangé sous la coulpe des Républicains avant UMP, oui. etc. Donc, c'était l'union avec les Républicains. Un féodé aussi. Voilà, donc comme Lagarde, tout d'un coup, a sans doute décidé d'exister aux européennes. Alors moi, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, ça y est, on va exister. Bon, quand on voit le score qu'on a fait, évidemment. C'était compliqué quand même d'exister. Au niveau du parti animaliste, donc c'est un petit peu. Puis de toute façon, voilà. Donc, mais je me disais, au moins, enfin, on essaye d'exister par nous-mêmes. C'était quand même l'intérêt. Après, bon, c'est un parti qui doit aussi peut-être se reposer des questions sur où il veut aller. Est-ce qu'il est vraiment indépendant? Est-ce qu'il doit... Donc après, les alliances avec En Marche ou avec les Républicains, bon, aujourd'hui au Conseil départemental, c'est les Républicains et l'UDI. Aujourd'hui, c'est vraiment une alliance et on est dans une majorité. On peut vous imposer au niveau national aussi des alliances. Vous parliez des alliances au niveau national de l'UDI. Est-ce qu'ensuite, un petit coup de téléphone pour vous dire, bon, ok, vous vous accordez en local, mais il faudra quand même faire figurer des élus République En Marche parce qu'on s'est mis d'accord avec la République En Marche? Alors, je ne sais pas, M. Lagarde n'a pas mon téléphone. Pas encore, vous n'avez pas appelé? Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais oui, sans doute qu'on va... Indépendance. Oui, moi je garde mon indépendance parce que je connais la difficulté de mener une équipe. Parce que c'est facile de se dire on se met avec un tel parce qu'il y a des intérêts. Mais derrière, faut aller dans le même sens. Derrière vous menez une équipe et donc vous menez des êtres humains qui ont tous leur façon de voir les choses. Et si vous n'avez pas eu un socle commun à un moment ou à un autre, ben c'est compliqué à gérer. Donc moi je pense que c'est ça qui doit prévaloir. Alors après moi Rassemblement National non évidemment, la France Insoumise non plus d'ailleurs. Les extrêmes ne m'intéressent pas, mais c'est les valeurs qui doivent nous porter, à mon sens. Donc moi si M. Lagarde m'appelle en me disant il faut que tu prennes un tel et un tel, oui, il peut toujours à moins qu'un tel et un tel soient Alexandra compatible. Moins étiquette que personnalité. Justement, mais puisque dans les difficultés de la droite, il y a un des projets, c'est celui de Larcher notamment et de Barouin, qui est de repartir des territoires. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée ou c'est compliqué? Je sais pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, parce que repartir des territoires, c'est bien, mais ils y sont déjà. La droite classique parlementaire tient une immense majorité des communes de plus de 15 000 habitants. Depuis les dernières municipales, tient presque toutes les régions et une immense part des départements. Donc repartir oui, mais enfin allons-y, allez-y. Enfin mais c'est cette idée toujours très. Enfin, c'est le président du Sénat aussi. Oui, c'est ça. Oui, une grande figure. Vous savez ce qu'on disait du Sénat, l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne, c'est le porte-parole du local, etc. Et en contrepoids à ce président jupitérien qui vient d'en haut, on ne sait pas d'où il vient, mais il est arrivé comme ça d'en haut. Nous, on va essayer, se disent-ils, de partir d'en bas. L'aternement pas. L'aternement pas, oui, j'ai failli dire ça. Mais enfin, c'était une référence c'est une référence un peu compliquée pour un gaulliste. Je ne fais aucun rapprochement. C'était pour. C'était Pétain. Il faut dire. Voilà, l'aternement pas, c'est Pétain. Pour vous inciter à imiter. Pétain. Oui, le maréchal. Ah bon. Bref. Cette saison, il y aura des imitations aussi. Voilà. Non, mais c'est toujours. De Gaulle, c'est bien, mais. Non, c'est toujours cette idée du terrain. La vieillesse, c'est un naufrage. Cette idée du terrain, ce fameux terrain dont on parle souvent, j'aimerais savoir ce que c'est que le terrain, qu'on me le présente. Eh ben, dans les territoires, il y a Orléans, par exemple. Oui. Hein, vous avez vu cette transition formidable? Trop habile. Quelqu'un a lu le livre de Moix ou pas? Non. Ou juste entendu parler comme tout le monde? Quelqu'un connaît-il Orléans? Il n'y a pas besoin de l'avoir lu. Enfin, je veux dire, mais non, c'est justement tout raconté. Donc, voilà. Comment dire moi, je trouve le personnage de Yann Moix absolument antipathique. Mais c'est pas très grave. Après, ça reste un écrivain, et un romancier, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est marqué sur la couverture de son livre. C'est un roman, donc qui raconte ce qu'il veut dans son livre. Il n'a pas marqué récit, il n'a pas marqué autobiographie, il n'a pas marqué c'est la vérité, c'est pas un documentaire. C'est un roman. Il peut raconter n'importe quoi sur ses parents, sur tout le monde.
Voilà, c'est son Il y droit. avait une phrase de Becbédé que j'aimais bien qui disait si c'est faux, c'est un bon romancier, si c'est vrai, il sort de l'enfer. Donc dans les deux cas. Absolument. Bravo. Alors après, maintenant que tout a été déballé, après il y a le passé, le frère a dessins, surgi. Et voilà, non mais les textes antisémites. Il y a deux problèmes. Et maintenant, je vois même qu'il paraît qu'il y aurait aussi des textes contre les Noirs aussi, voilà, qu'on va exhumer. Voilà. Donc après, alors. Moi, ça appelle surtout un commentaire important, c'est qu'il y a beaucoup de gens, après sa séance un peu masochiste chez Ruquier, où il a dit « je n'étais qu'une merde, je suis une saloperie, juste il n'a pas sorti des trucs pour qu'on le flagelle ». Enfin bon, il y a plein de gens qui l'ont pardonné. Et je me pose juste la question, parce qu'il est quand même censé être de gauche. Alors, un type de gauche qui a été une ordure à 20 ans, il y a plein de gens pour le pardonner. J'aimerais savoir si, quand on voit un type qui a été d'extrême droite il y a 20 ans, qui aura, je sais pas, à la fac d'Assas, coursé les Maghrébins dans la rue d'Assas, rue Vavin, etc., avec un coup de Rangers et de matraque. 30 ans après, il dit j'ai changé, maintenant je reste de droite, mais j'ai changé. Est-ce qu'on va le pardonner? On a eu des exemples, ils sont devenus ministres. Oui, mais on les a jamais, mais on leur ressort toujours, on ne leur accorde aucun crédit. Le mec de droite qui s'excuse, jamais. Alors que de gauche, il a droit au pardon. D'après les psychanalystes, on ne change jamais. Donc les ordures restent des ordures et les extrêmes droites restent des extrêmes droites. Peut-être, mais à ce moment-là, on ne pardonne pas Yann Moix. Ce qui m'étonne, voilà, c'est ce pardon à double détente. C'est assez curieux. Après, je suis pas sûr que les femmes de plus de 50 ans lui pardonnent, pardon. C'est vrai. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faudra encore qu'elle veuille de lui. Déjà. C'était un peu ça le problème. Est-ce que dans l'actualité, il y a une personnalité qui vous paraît apparaître et une autre, au contraire, qui vous paraît descendre un petit peu? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit pendant une heure. C'est-à-dire que je n'en suis pas ravi personnellement, mais Anne Hidalgo semble surnager. Donc elle semble remonter. Enfin, pour l'instant, je veux dire. Ça ne fait que commencer. Le cauchemar n'est pas sûr. Donc ça va. Et puis les travaux ne sont pas finis. Comme voilà, ça. c'est moi qu'on puisse dire. Oui. Les rats sont là. Voilà. Ça serait drôle. Pendant l'élection, les travaux continuent. Ça, c'est un bon. Ça sera son slogan. Mon slogan. Je ne suis pas sûr qu'il continue d'ailleurs, peut-être parce que il y a souvent ça, c'est-à-dire que ça s'arrête avec l'idée que les gens vont oublier. Il faut reconnaître à Anne Hidalgo quand même une certaine constance, c'est que là on peut pas arrêter les travaux vu qu'elle a éventré tout Paris. Donc si on arrête, ce sera dramatique. Il faudrait au moins 2 ans pour reboucher tout ce qu'elle a éventré. Donc là c'est mort, quoi. Donc et puis la personnalité en hausse, enfin en baisse, pardon, c'est Yann Moix effectivement, parce que bon là. Le Goncourt est pas. Même s'il y a des gens qui lui pardonnent, voilà. Donc, oui, c'est un peu trash pour le Goncourt quand même. Oui, non, mais il aurait pu être sur la liste du Goncourt. Oui. Enfin, je pense que le contenu, le contenu du livre est un peu rock'n'roll pour le lecteur de base du Goncourt. Là, j'ai peur que dans les librairies, il y a Slimani qui a eu le Goncourt il y a 2 ans, qui a raconté comment une babysitter avait tué des enfants, c'était pas non plus. Ah oui, mais là c'est presque. Non, mais ça c'est pas grave. Mais là, je veux dire, Yann Moix, Qu'est-ce qui est pas grave? C'est évident, mais c'est ce que je publie tout le temps. Donc, il nous reste plus qu'1 minute 50. Ah bah non, je voulais juste, alors très vite, mais en un mot, parce qu'il y avait un dossier comme ça dans l'Obs qui était assez intéressant sur la rentrée scolaire et sur les profs est-ce qu'il y a des profs qui vous ont marqué? Un prof qui vous a marqué dans votre... Une prof d'anglais quand j'étais en prépa. Et vous êtes devenu prof d'anglais? Je suis devenue prof d'anglais, donc il n'y a peut-être pas de hasard. Hein. Non. Oui. Un prof de français en seconde qui a réussi à avoir l'enthousiasme de toute la classe, même des plus mauvais élèves, et qui m'a donné le goût aussi du français. Et après, j'ai fait des études littéraires, mais j'ai pas amélioré mon orthographe, mais et c'est certains. Vous êtes devenu prof grâce à des profs, non? Bien sûr. Toujours une histoire de rencontre. Un professeur de droit administratif en 2e année à la faculté de droit. Oui. C'est incroyable, hein? Oui. Jean-Charles? Oui, une prof d'histoire géo en seconde, avec laquelle on n'a jamais fait un poil d'histoire ni de géo, mais qui était dingue de cinéma et qui m'a donné vraiment le goût du cinéma. Elle avait un ciné-club et à la place de chaque cours, on allait au ciné-club de l'école. Donc j'ai découvert le cinéma grâce à elle. Voilà. Après, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai compensé ces manques, mais voilà. Et la littérature, puisqu'il y a les 2 dernières parutions de votre édition. Alors, Ouvre les yeux, d'Éric Chavet. Voilà. Un roman policier
qui paraît assez classique au départ. C'est un type un peu curieux qui fait partie d'un groupe de parole et qui emmène son groupe de parole vers un enlèvement parce qu'il veut enlever sa fiancée qui est dans le coma en disant si on l'enlève et je la ramène vers le lieu où on s'est aimé, elle va se réveiller. Et puis en fait, voilà, c'est une cavale absolument géniale. Et en fait, c'est pas du tout ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a de multiples retournements de situation. Alors, Mortel Canicule, on sait que ça a été vrai. Voilà, alors ça c'est écrit par Jean-François Pasque, le shérif de Nantes, enfin, le capitaine de police à Nantes. Oui, après des années à la police judiciaire de Paris, et notamment en 2003, où il s'est occupé de cette canicule terrible. Et il me racontait, ce qui est vrai, j'ai vérifié, qu'il y avait tellement de morts qu'ils avaient réquisitionné les entrepôts de Rungis pour mettre les morts. Enfin, donc, et lui, il s'est dit, à l'époque, ils se sont dit, mais on n'a pas le temps de faire notre boulot, les légistes n'ont pas le temps de faire leur boulot, il y a sûrement des gens qu'on a fait passer pour morts de chaleur, en fait, ils sont morts parce qu'on leur a mis un oreiller sur la tête, etc. Donc, et c'est sûrement vrai. Et donc, l'histoire est celle-là, d'un crime. Voilà. Et c'est passionnant parce que c'était son boulot, il connaissait ça parfaitement. Merci beaucoup voilà, de ces deux cadeaux. Merci beaucoup à Alexandra Rosetti, Wilfried Richy, Stéphane Monson, Jean-Charles Lajoigny. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.